Bonsoir, nous sommes le jeudi 24 novembre 2022. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Ce soir, nous plongeons dans le quotidien des urgences pédiatriques en pleine épidémie de bronchiolite. Autour de la table, des médecins, des soignants, des assos de patients qui alertent sur des enfants qui sont en danger. Ils ont l'impression de crier leur détresse dans le vide. On va les écouter. Des enfants gardés des heures sur des brancards aux urgences, des bébés transférés dans des réanimations à des centaines de kilomètres de chez eux, des soignants à bout de force, des parents désemparés. La pédiatrie est un secteur de la médecine à bout de souffle, alors même que l'épidémie de bronchiolite n'a pas atteint son pic. Ce soir, nos invités ont un point commun, celui d'être attachés au service public hospitalier et à son bon fonctionnement, pour le bien de celles et ceux qui soignent et par conséquent pour le bien de ceux et celles qui sont soignés. Bonsoir à tous les trois et bienvenue. Jean-Hugues Dalle, professeur de pédiatrie, immuno-hépatologue, hôpital Robert Debré à Paris. Je dis une bêtise déjà. Immuno-hématologue. Immuno-hématologue. Vous voyez, à une lettre près, on n'est pas sur la bonne spécialité. Rouges au foie, donc... Et on peut faire des erreurs assez graves, justement. C'est un peu l'objet de l'émission. Marion Siné, infirmière en réanimation néonatale à l'hôpital Trousseau à Paris. Oui, infirmière puéricultrice. Puéricultrice. Et Laure Doré, déléguée générale de l'association de patients malades foie-enfant. Caroline Coq-Chaudorge, coucou, journaliste santé à Mediapart. L'état de la pédiatrie aujourd'hui en France, en un mot, pour commencer. Jean-Hugues Dalle, un mot. Détresse. Marion Siné. Elle va mal. Laure Doré. Catastrophique. Caroline. Désespérante. Désespérante. L'épidémie de bronchiolite, après une accalmie, après les vacances scolaires, est repartie de plus belle. Plus de 2500 hospitalisations par semaine d'enfants de moins de 2 ans. Les hôpitaux de Paris, où vous travaillez, Jean-Hugues Dalle et Marion Siné, ont déclenché le niveau 2 de leur plan hôpital en tension. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, par exemple, à Robert Debré, où je travaille, ça signifie ouvrir 4 lits de réanimation supplémentaires. Dans un système qui ne fonctionne déjà plus que sur une jambe. Et ça signifie des déprogrammations massives possibles en chirurgie. Ça signifie de concentrer les forces restantes à l'hôpital public sur ce sujet de la bronchiolite, qui est le sujet urgent du moment. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les enfants atteints de bronchiolite ont besoin qu'on les prenne en charge en réanimation et on les prend en charge. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on ne fait plus pour pouvoir prendre cela en charge. Quels enfants on oppose aux autres? On en est vraiment rendu là. C'est quelle catégorie de patients oppose-t-on à quelle autre catégorie de patients? Très bien, on va en reparler parce qu'on est allé en reportage à Marseille. Votre sentiment à vous et votre vécu à Trousseau, il est le même que c'est exactement le même, oui. Je pense que tous les hôpitaux aujourd'hui en France ont à peu près le même vécu. Là, notamment, la notion du deuxième niveau là, de plan de soins, c'est aussi avoir un petit peu plus de renfort pour ouvrir ces lits. Donc ça va être en effet par de la déprogrammation, on va en parler après, mais pour récupérer des infirmières anesthésistes, des infirmières de salle de réveil, des infirmiers qui viennent de l'adulte. Donc on en parlera un petit peu après, mais c'est pas du tout la même spécialité, c'est pas les mêmes soins, c'est forcément on est sur du dégradé, donc même si ça va être du renfort, donc aussi bon, temporaire. Ces praticiens, c'est quand même pas leur spécialité. C'est pas leur spécialité, c'est les mettre en difficulté eux aussi, parce que c'est stressant d'aller dans des services qu'on connaît pas avec des patients qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir et des pathologies qu'on n'a pas l'habitude de soigner. Et puis voilà, c'est déprogrammé en effet, et du coup c'est des pertes de chance pour tous ces enfants qui ne vont pas pouvoir être opérés, ne vont pas pouvoir être hospitalisés, pour qu'on puisse récupérer des soignants pour venir aider en réanimation. Peut-être que vous pouvez préciser tout de suite que votre réanimation, donc c'est un très grand hôpital pédiatrique à Paris, l'hôpital Trousseau, fonctionne avec moins 4 lits depuis très longtemps. Oui, ça fait 1 an et demi, donc on a 4 lits de fermés pour faute de personnel paramédic. 4 lits sur 18. Faute d'infirmiers principalement. Depuis le mois de septembre, on a quand même rouvert 2 lits sans personnel supplémentaire. Donc on a des infirmiers qui ont des patients supplémentaires par rapport à la charge initiale. Et là, on aimerait en ouvrir, on aimerait rouvrir. Donc là, on est passé de 14 à 16 lits sans personnel supplémentaire. Ils aimeraient passer à 18 lits avec ces renforts adultes, infirmiers anesthésistes et infirmiers de salle de réveil en déprogrammant un petit peu des chirurgies. Quand on vous entend
pardon, quand on vous entend, on entend 4 lits ici, 2 lits par là, 3 lits, on a l'impression qu'on négocie un lit, 2 lits, 3 lits, ça paraît très peu quand on n'y connaît rien, ça semble quand même décisif pour vous qui travaillez, mais si on en est à quelques lits, est-ce que c'est pas censé être soluble, quelques lits ? En fait, c'est quelques lits. D'habitude, quand on arrive dans les épidémies de bronchiolite, on fait toujours en sorte d'avoir des lits supplémentaires. C'est-à-dire que notre capacité de 100% de lits toute l'année, en période hivernale, on sait qu'on monte à 120% à peu près, pour pouvoir emmagasiner toutes ces bronchiolites, ces épidémies hivernales. Mais ça, on a l'habitude. Tous les ans, c'est la même chose. Là, depuis 1 an et demi, on est à peu près à 80% d'ouverture de lits sur tous les services de pédiatrie, en tout cas de réanimation en France, à peu près, donc 10% à certains endroits, 25% de fermés à d'autres. Donc forcément, là, on n'allait pas pouvoir supporter tout cet afflux massif de patients de bronchiolite. Et puis c'est des maths, 80% plus 20%, on remonte à 96%, alors qu'il fallait passer de 100 à 120. Donc de toute manière, même avec la réouverture dans le cadre des épidémies hivernales, ce qu'on appelle épivers, de toute manière, on ne réatteint pas le plancher qu'on avait auparavant. Et comme vient de le dire Marion, on a 15% de lits fermés globalement en pédiatrie en France. Donc de toute manière, par manque de personnel. Par manque de personnel. Et un hôpital, c'est une communauté. Il n'y a pas que les enfants atteints de bronchiolite qui ont besoin de réanimation. Il y a les accidentés de la route, il y a les sorties de blocs opératoires importants. Donc, si vous savez que le nœud de la réanimation, qui est un des cœurs de l'hôpital, n'est plus en capacité de prendre tous les patients qui en ont besoin. Et que, parce que vous ne pouvez pas remonter à 100% et encore moins à 120, vous avez une épidémie prévisible. Là, on la connaît tous les ans. Elle est saisonnière. Vous n'avez pas été en capacité de mettre en face les besoins, les outils nécessaires. Qu'est-ce que vous faites ? Les enfants... On a entendu des choses énormes ces dernières semaines. N'allez pas aux urgences, la bronchiolite, c'est pas grave. Bon, des parents qui s'inquiètent un peu vite, va y en avoir dans le tas. Mais il va y aussi y avoir essentiellement des familles qui connaissent bien leur mouflet, et si elles se pointent aux urgences, c'est parce que ça va pas. On va peut-être pas attendre qu'il soit gris. Bon. Et donc, on a entendu, dans ce que vous disiez tout à l'heure, 2500 hospitalisations par semaine. Donc, oui, ça, c'est pas des parents qui s'inquiètent inutilement, c'est des gamins qu'on hospitalise, donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il a fallu trouver 2500 lits pour ces 2500-là. Dès lors qu'on fonctionne à moins 10-15% de lits, mathématiquement, vous en avez sorti 15% qui avaient normalement toute leur place à l'hôpital, et vous leur dites, non, pas maintenant. Peut-être dire un mot du nœud du problème, c'est que dans ces services, par exemple, de réanimation, travaillent des personnels extrêmement qualifiés qui quittent l'hôpital ou qui restent... Alors, on va en parler après. Ouais. Okay. On va d'abord aller à Marseille, justement, parce qu'on est allé à Marseille pour voir comment ça se passait là-bas. Donc, on est allé à l'hôpital de la Timone Enfant. C'est le seul hôpital avec un service de réanimation pédiatrique dans la région PACA, avec l'hôpital de Nice, mais qui a plusieurs centaines de kilomètres, bien sûr. Donc, à la Timone Enfant, il y a 16 lits en réanimation pédiatrique, 12 en unité de soins continus. C'est déjà plus que ce qu'il y avait il y a quelques mois. Pourtant, l'hôpital doit déjà se réorganiser face à cette épidémie de bronchiolite. Célia Mebroukine et Bérénice Gabriel ont donc passé une après-midi aux urgences pédiatriques. C'est la chef du service, Aurélie Morand, qui fait la visite. En ce moment, son service accueille en moyenne 150 jeunes patients par jour. C'est 30% de plus que d'habitude. Et un tel surplus, ça donne ça. Est-ce qu'ils sont tous occupés ? Ils sont tous occupés, en continu. Toute la journée ? Toute la journée, oui. Donc parfois, on invente des box. Ok. Par exemple, là, ça c'est un box inventé. Oui. Donc là, vous voyez, ça va être une pseudo-salle qui va nous permettre de faire une évaluation ou une prise en charge, où on va avoir un brancard un petit paravent pour garder un peu d'intimité. Mais c'est vrai que ça peut nous arriver d'utiliser ça quand vraiment tous nos box sont saturés et qu'on a besoin de faire un soin ou d'avancer. Un coup d'œil à son tableau de bord confirme la tendance ce jour-là aussi. On est à 82 passages et il est 14h36. Ça augure un chiffre très élevé ce soir. On va toucher les 160, je pense. Est-ce que vous diriez que votre service est en tension ? Alors notre service est en tension. On peut le dire dans le sens où, pour exemple, cette nuit, plusieurs enfants auraient nécessité d'être hospitalisés et donc ils ont passé la nuit aux urgences, hospitalisés dans les urgences, puisque finalement ils avaient besoin de soins et qu'il n'y avait pas de place d'aval en hospitalisation.
10% des patients sont là pour une bronchiolite. Chaque jour, de nouveaux bébés sont hospitalisés. Pour ça, c'est le cas de ce nourrisson qui a passé la nuit dans un box de soins aux urgences. Il est 16h. Un lit vient enfin de se libérer en pédiatrie. Le bébé va y être transféré, mais ça ne suffit pas à faire baisser la tension du service. Donc on a fait le point au point des lits. On a des patients qui sont déjà placés et qu'on attend uniquement de monter en chambre. Et ceux qui ne sont pas encore placés, il y en a encore 4. C'est beaucoup. Disons que c'est suffisant pour que pour l'instant on ne sache pas quand est-ce qu'on pourra débloquer ces box aux urgences et quand est-ce qu'ils pourront avoir une place. Pour l'instant, on n'a a priori vraiment pas de place pour eux, donc ils sont partis pour rester un petit moment. Et ça crée des embouteillages. Ça crée des embouteillages et puis pour les patients, ça crée un peu d'inconfort. C'est quand même pas l'endroit le plus agréable d'être dans les urgences pédiatriques. Face à cet inconfort, le personnel fait au mieux. Mathieu est infirmier. Il pose là une sonde nasogastrique sur une petite fille de quelques mois, elle aussi atteinte de bronchiolite. Et il aurait bien aimé la poser avant cette sonde. Le bébé est ici depuis 10h19 ce matin. Et au moment où je vous parle, il est 14h59. C'est un temps d'attente classique À peu près quoi? Ça va faire quoi? 5 heures? 4 heures? 5 heures? Oui, ça fait un petit peu. Bon, on s'occupe de bébé depuis maintenant. On l'a pris en soin bien avant maintenant, hein, mais ouais, c'est un petit peu long l'attente aux urgences en ce moment. Plus que d'habitude? Oui. On a une charge de travail qui est plus importante que d'habitude. Et c'est stressant pour nous parce que c'est des petits bébés, il faut aller vite, très souvent. Ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Des collègues en plus? Oui, des collègues en plus, oui. Beaucoup qu'on ait plus d'infirmiers dans les services. C'est ce qui est demandé depuis un peu de temps maintenant. Ouais. Des collègues et du matériel. Mathieu doit à présent perfuser un bébé de 3 mois, non sans mal. Parce qu'on n'a plus les strips comme on voudrait avoir. Et donc on découpe les strips qui nous intéressent sur des pansements. Donc je me prépare mes strips comme ça, parce qu'en plus c'est un bébé de 3 mois. Il n'y en a plus depuis combien de temps? Ça fait depuis 2 jours. Et ça arrive souvent? Oui. Oui, ça arrive souvent. Ouais. Ce manque de matériel et de personnel surtout, il est confirmé par la chef de service. On tourne avec beaucoup d'heures supplémentaires, côté médical et paramédical. Et ça, c'est vrai que si on arrivait à augmenter notre effectif, ce serait quelque chose de super. Malgré les heures sup, l'accueil des patients est dégradé. Du coup, il faut prioriser. À l'entrée, les patients sont évalués par l'infirmière d'accueil. Il va y avoir donc une gradation des patients et les plus graves seront vus en premier et les moins graves vont donc attendre plus longtemps. Est-ce que c'est une forme de tri? Alors, ce n'est pas un tri dans le sens où tous les patients seront vus, mais c'est une forme de mise en adéquation entre un patient qui a besoin de manière urgente et qui sera vu tout de suite pour éviter qu'il s'aggrave en salle d'attente, voire même qu'il se passe un drame en salle d'attente, et un patient qui a besoin d'être examiné, porte un diagnostic, mais qui n'a pas de signe de gravité à son arrivée et qui peut donc attendre d'avoir quelqu'un pour l'examiner. Alors, pour ne pas avoir à refuser des patients, l'hôpital a mis en place ce qu'ils appellent un circuit court, c'est-à-dire que les patients les moins urgents seront vus dans une maison médicale située à côté de l'hôpital. Elle devrait ouvrir ce vendredi. La Team Mon Enfant, c'est donc un hôpital central dans la réanimation pédiatrique. C'est le SMUR pédiatrique qui transporte les enfants malades des hôpitaux de la région qui n'ont pas de service de réanimation. Marie Convoila est un des médecins du SMUR en ce moment. C'est 8 interventions par 24 heures, dont 3/4 de bronchiolite. Pour faire face à ce pic, le SMUR pédiatrique a mis en service un 2e camion médicalisé. Et un 2e camion, ça veut dire quoi en termes de personnel? Un pédiatre, un infirmier et un ambulancier. Ça augmente la charge de travail de ces personnes-là? Vous n'allez pas recruter des nouvelles personnes? Non, ça augmente la charge de travail de ces personnes-là. Ouais. Du coup, je viens une journée en plus dans la semaine et la semaine prochaine, on va tous venir une journée en plus de nos gardes habituelles. Je vous ai vu tour à tour secouer la tête, pas vraiment sourire pour le coup. Une réaction à ce qu'on a vu, à ce qui se passe à Marseille, qui n'est, je crois, pas la pire des situations en France. Caroline, tu diras un mot de ça tout à l'heure. C'est probablement pas la pire. Et pourtant, déjà, ce que nous disent nos collègues est extraordinaire. Moi, je retiens ce mot, qu'un enfant ne se dégrade pas en salle d'attente, ou pire, qui n'est pas un drame. Elle a utilisé ce terme-là, je l'ai pas noté. Un drame en salle d'attente. Et ça dit l'extrême tension dans laquelle vit le personnel soignant à l'heure actuelle, c'est de se dire comment je fais pour qu'il n'y ait pas un drame? Comment je fais pour qu'une famille ne soit pas confrontée à un truc qui aurait peut-être été évitable? Et la communauté soignante, elle est
extrêmement résiliente. Ce que disait tout à l'heure Marion, il y a des collègues adultes qui vont venir travailler à Trousseau, ils vont avoir la trouille au ventre, mais ils vont être là. C'est ça qui est extraordinaire. Ils vont être là. Mais ils vont être là en se disant, j'ai laissé des collègues en équipe réduite dans le service où je travaille actuellement, donc ça veut dire que on a refusé aussi des patients adultes pendant ce temps-là pour parer au plus pressé. Et ça, c'est extraordinairement minant, c'est très profondément culpabilisant. Et à la fois, on a tous la trouille au ventre qu'une famille soit confrontée à un drame, mais moi, j'ai la trouille au ventre qu'une infirmière du service, qu'un jeune interne, qu'un chef de clinique soit confronté à un drame qui devra lui aussi porter toute sa vie. Il y aura que des victimes dans cette histoire. Et ça, c'est insupportable. C'est réellement insupportable. Or, on est tous convaincus que la situation est tellement dégradée qu'on n'évitera pas tous les drames. Peut-être on peut dire un mot de la réanimation pédiatrique à Trousseau, qui est dans un état plus difficile que celle de Marseille. Je crois que vous refusez régulièrement des patients dans votre réanimation et qu'il y a beaucoup de bébés qui sont transférés dans d'autres régions des grands hôpitaux pédiatriques parisiens. Ah oui, tous les jours, il y a des refus de patients, en effet, parce qu'on n'a pas de place, parce qu'on est plein en continu. Pire, en tout cas, c'est ce qui m'est très bien montré, je trouve, dans le reportage, c'est que tous les box sont pleins, on en vient accueillir les patients dans le couloir. Là, ils montrent un box derrière un paravent. On le fait aussi en réanimation. En 2022, en France, on accueille des enfants dans le couloir. Enfin, c'est quand même... il faut imaginer, dans le couloir, il n'y a aucune confidentialité. Il n'y a pas de rappel de scope. Donc, au niveau sécuritaire, il faut quand même être là à tout moment. C'est du coup des respirateurs de transport. Enfin, voilà. On n'a pas de... D'habitude, l'oxygène, c'est branché au niveau mural. Enfin, bon, là, on est sur des bouteilles d'oxygène, des bouteilles d'air. Enfin... Donc c'est quand même du mode très dégradé. Et oui, forcément, c'est une chance pour ces enfants qui sont quand même hospitalisés, parce que les parents vont retenir qu'on a quand même hospitalisé leurs enfants et que tous les autres, eux, on les a soit refusés, soit transférés à des dizaines de kilomètres, ou des centaines de kilomètres même. Mais c'est du mode très dégradé. Et quand je le vois aussi parler du matériel, le matériel, c'est quotidien. Il y a un manque de personnel qui ne permet pas d'ouvrir les lits, mais pour le personnel qui est là et qui a une charge de travail déjà supplémentaire parce qu'on accueille plus 1, plus 2, plus 3 patients, on court en plus après du matériel, des stéristrips pour fixer des perfusions, mais c'est quotidien. Et vous allez bosser la boule au ventre? On va travailler la boule au ventre et on va travailler surtout, on sort de nos 12 heures de travail pas satisfaits. Dans ces périodes-là, on ne peut pas être satisfait. Et ça fait 1 an et demi, je dirais presque, qu'on n'est pas satisfait. Parce que quand on ne fait plus que de la technique, qu'on a à peine le temps d'aller voir les parents, de rassurer les parents, et en pédiatrie, c'est quand même... la prise en charge des parents, elle est quand même très importante, elle fait partie du soin. Quand on n'a plus le temps de les écouter, de leur parler, quand on va voir un enfant pour lui poser une sonde nasogastrique, donc c'est pour qu'il soit alimenté, au bout de 5 heures, il est arrivé à 10 heures cet enfant, à 15 heures, on lui pose une sonde, donc il va pouvoir manger qu'à 15 heures. C'est 5 heures qu'il est à jeun quand même. Enfin, forcément, on se dit qu'on fait mal notre travail. Et on le fait mal pas parce qu'on est en train, nous, de manger en salle de repos. Non, parce qu'on est en train d'enchaîner, de voir un certain nombre de patients. Alors, aux urgences, c'est un système. En réa, c'est différent. Mais la charge de travail, la charge mentale, elle est la même. Enfin, qu'on ait 2 patients en charge en réa, parce que c'est des patients très lourds, qu'ils aient 10, 15 patients en charge aux urgences, mais avec des soins peut-être un petit peu moins lourds, la charge mentale, elle est là. Et oui, on sort de là pas satisfait, parce qu'on n'a pas l'impression de bien faire notre travail, et notre travail de soignant, on l'a choisi au départ pour quand même donner du temps à ses parents et à ses enfants, et on ne peut pas le faire correctement. Laure Doré, est-ce que vous ressentez ça, ou au nom en tout cas des assos de patients que vous représentez, est-ce que vous ressentez que cette prise en charge, elle se dégrade elle aussi, la prise en charge, je dirais, du souci du parent, quoi? Alors, ce qui est évident, c'est que moi, étant association, je représente les patients chroniques, les enfants atteints de maladies chroniques, donc qui, pour beaucoup d'entre eux, naissent malades et mourront malades. Et ce qui est certain, c'est que là, on parle de bronchiolite, d'urgence, on parle de quelque chose qui est très conjoncturel, mais l'hôpital me malade de façon chronique, lui aussi. Nous, on a depuis, par exemple, le centre de référence. Moi, je représente une association qui s'appelle l'association Maladie Foie Enfants, d'enfants atteints de maladies rares du foie. Et on a un centre de référence, un seul service spécialisé en hépatologie pédiatrique en France, un service qui était certainement un des meilleurs en Europe. On a eu 40% des lits fermés.
sachant que c'est le seul service en France. 10 lits fermés sur 24 pendant plus d'un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas moins de malades. Donc si les lits sont fermés, eh bien les enfants, il faut bien les prendre. Alors on prend les plus urgents, on va éventuellement les dispatcher dans d'autres services. On déprogramme ceux qui peuvent attendre. Donc on finit même en ce moment par déprogrammer le semi-urgent, ce qui n'est pas du tout sans risque. On a des enfants, une petite fille qui devait avoir une fibro, elle n'a pas pu être reprogrammée, sa fibroscopie, elle a dû être annulée, pas pu être reprogrammée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une hémorragie. Hémorragie, elle est partie en réa. En réa, elle a passé 8 jours en réa. C'est une enfant qu'on aurait dû dépister et qui n'aurait pas dû être en réa. Mais je coordonne les associations pédiatriques dans le cadre du collectif pédiatrique et toutes les associations peuvent vous donner des cas similaires. On est en train aujourd'hui d'annuler le semi-urgent et ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas du fait de la bronchiolite. La bronchiolite révèle une situation très, très dégradée à l'hôpital. Nos enfants sont de moins en moins bien suivis. C'est ce que vous pourriez peut-être nous expliquer, nous raconter. Vous, très concrètement, professeur Dalle, qu'est-ce que vous ne faites plus? Vous nous avez confié ne plus faire de greffe de moelle osseuse, par exemple. Alors, on fait les greffes de moelle osseuse pour les patients urgents. C'est-à-dire les patients, globalement, on va dire les patients leucémiques ou les patients qui ont une maladie qu'on appelle l'aplasie médulaire, ils ne produisent plus de cellules. Ceux-là, si on ne les greffe pas à un temps extrêmement précis, il n'y a plus de raison de faire la greffe. Et globalement, s'il n'y a plus de raison de faire la greffe, c'est que les choses se sont mal passées. Donc ça, cette activité urgente, réglée, on arrive à la faire. Mais par qu'est-ce que vous ne faites pas? On a un contingent. Alors, dans un service comme celui que je dirige, en gros, on va greffer 55% d'enfants pour pathologie maligne, essentiellement la leucémie, 45% pour pathologie non maligne. Dans ces 45%, il va y avoir quelques enfants traités pour aplasie médulaire, qui est une maladie rare. Et puis, il y a ce qu'on appelle les hémoglobinopathies, les maladies du globule rouge, singulièrement la maladie la plus fréquente, la maladie génétique la plus fréquente en France, qui est la drépanocytose, maladie du globule rouge, qui atteint surtout des populations subsahariennes ou antillaises, dont le seul traitement curatif est la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la greffe de moelle, et nous ne réalisons plus de greffe pour ces enfants-là. Donc le seul traitement possible pour les enfants qui ont une drépanocytose n'est pas disponible. Le seul traitement curatif n'est plus disponible. Bah c'est ça qui est important, c'est le curatif. Enfin, on imagine quand même qu'on n'est pas déjà dans le palliatif quand on peut être dans le curatif. Non, mais on a des traitements de substitution qui peuvent effectivement nous permettre... Mais est-ce que c'est une perte de chance? C'est une perte de chance. Quand ça dure des mois ou des années, c'est clairement une perte de chance. Et là, ça dure depuis combien de temps? Ça dure alors depuis maintenant plus de 6 mois, on a 3 lits sur 10 de fermés pour la greffe, donc 30% de nos lits. C'est énorme. Donc ça veut dire en fait, en gros, c'est nos 12 à 15 greffes de drépanocytose que nous faisons par an que nous ne faisons plus. Le nombre de patients ne cesse d'augmenter. Vous le faites remonter? Bien sûr. Et ça aboutit à quand même... Ça fait réagir ou il ne se passe rien? Très concrètement, ça aboutit à, il y a 7 ou 8 ans, une demande de l'ARS d'Île-de-France que nous ouvrions des lits supplémentaires, exactement dans ce qu'on a raconté tout à l'heure pour la bronchiolite, mais sur quelque chose de pérenne sur l'année ou sur la décennie. On nous a demandé de passer 10 à 13 lits de greffe. On a ouvert ces 3 lits de greffe supplémentaires qu'on a pu faire tourner 18 mois, puis qu'on fermait il y a 4 ans, parce qu'on n'avait plus le personnel pour les faire tourner. Et c'est là où on voit que le problème n'est pas l'automne 2022. Et depuis lors, on a fermé 3 lits supplémentaires, donc on est dans la même... Voilà, on n'est plus au niveau qu'on avait. Pareil pour les chimios. Alors, Dieu merci, dans une moindre mesure, mais oui, on décale tous les jours. Nos cadres et les médecins responsables de la salle vont passer... N minutes, matin, midi et soir, pour se dire, bon, on en est où de l'état des lits Alors, lui, il va pouvoir sortir, finalement, on s'était dit la semaine dernière qu'il sortirait mardi. Bon, finalement, il va pas si mal, on va le sortir lundi soir. Et donc, on prévient les parents à 17h qu'à 18h, l'enfant doit être parti. Parce qu'en fait, à 18h30, il y en a un autre qui vient dans ce lit-là. Parce qu'on a réussi à le caser là, on a joué au Tetris, pouf, on a emboîté. C'est insupportable de... maltraitance. On est dans la maltraitance des enfants, des parents et des personnels. Et on peut reparler de perte de chance quand même. Et de perte je crois qu'il faut vraiment... Ça, je crois que c'est acquis. Oui, mais sur les maladies chroniques... Non, mais disons, parce qu'on va... Je ne sais pas si c'est si acquis que ça. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point les enfants atteints de maladies... qu'il y a une perte de chance.
Je sais pas il y en a pas. Oui, nous on en a certains. Nous on a des certains. Je ne sais pas si nos décideurs en sont complètement convaincus. Ce qui est certain, c'est que les enfants atteints de maladies chroniques, il y a des vraies pertes de chance avec parfois un risque vital engagé. Quand on a des enfants qui rentrent, il y a un enfant qui a une cavernome porte, 4 ans. Il était au port, enfin il a fait 400 km pour venir se faire soigner. Il est devant la porte du bloc. Il y a eu une urgence. On annule cet enfant après 12 heures de jeûne. On le renvoie chez lui en disant on ne pourra pas vous prendre avant janvier, on n'a aucune solution parce qu'on est dans du semi-urgent. Cet enfant, il peut très bien demain avoir une hémorragie qui sera peut-être fatale ou qui va le conduire en réa. Et comme il habite à 400 km, c'est loin. J'ai parlé avec une maman tout à l'heure dont l'enfant est polyhandicapé, il a une infection pulmonaire. Il faudrait un traitement avec un cathéter central qui nécessite 5 jours d'hospitalisation et 10 jours chez lui. Eh bien, on ne peut pas le traiter parce qu'on n'arrive pas à libérer 5 jours de lit. Donc cet enfant a un poumon qui s'abîme. Il est obligé, sa maman me disait, il y a 6 aérosols par jour, 4 aspirations par jour. C'est un enfant qui est polyhandicapé, qui du coup n'est plus accepté dans le centre dans lequel normalement il est accepté parce que c'est trop risqué, personne ne veut plus. Donc les parents se sont arrêtés, c'est eux qui le surveillent, ils sont au téléphone tous les jours avec l'hôpital. Et des cas comme ça, vous voyez, j'ai pris des notes avant de venir, je peux vous en citer une bonne centaine. Donc sur les enfants... Dont vous ayez connaissance. Dont j'ai connaissance. Oui. Juste là, depuis le 21 octobre, j'en ai une bonne centaine. Et je ne suis pas du tout avec toutes les associations et pas avec tous les médecins. Donc les pertes de chance sont sérieuses. Justement, là on parle de perte de chance qui résulte donc d'un tri. Vous l'avez dit en tout début d'émission, il y a les patients qu'on traite et puis ceux qu'on ne traite pas et on doit faire le choix. Donc pour vous, ça semble évident. Caroline, au contraire, le ministre, lui, a déclaré aux Parisiens se dire choqué par cette formule. C'est inadmissible. Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête et si jamais de telles pratiques déviantes, le tri était avéré, des conclusions en seraient tirées. Oui, à la suite de ces menaces qui font sourire, j'imagine, de dépit, ouais. Le collectif Pédiatrie a proposé un débat public au ministre Braun. Mediapart a proposé au ministre d'accueillir ce débat ici, avec vous, sur notre plateau. Mais malgré nos multiples relances, il a hélas pas répondu à cette invitation. Donc, comme le ministre de la Santé n'a pas voulu venir, on est allé le voir à Nancy, où il est allé vendredi dernier, lors d'un déplacement à la maternité, au programme visite du centre de dépistage néonatal et rencontre avec les pédiatres de la maternité. Parmi eux, des médecins pas forcément d'accord sur les termes, mais partageant la même inquiétude. Dans l'hôpital des enfants de Nancy, il y a une forme de tri des petits malades. Oui. Il y a une forme de tri des petits malades. Alors, on prend en charge tous les enfants. Il n'y a pas d'enfants qu'on ne prend pas en charge, y compris les non graves. Mais évidemment, il y a un tri, rien qu'aux urgences pédiatriques, parce que les urgences pédiatriques sont tellement saturées que bien évidemment qu'il y a un tri sur la gravité de leur pathologie. Est-ce que vous estimez qu'il y a une forme de tri des patients aujourd'hui à l'hôpital public ? Alors, j'aime pas dire ce mot-là. Je pense qu'on ne trie pas les patients. Les patients qui ont besoin de soins, ils sont pris en charge. Mais c'est sûr que dans des gardes où on sait qu'on n'a quasiment pas de lit, et des patients qu'on aurait préféré garder par surveillance, même si on n'est pas inquiet, mais en se disant c'est le milieu de la nuit sur une garde, il est tout petit, il risque de s'aggraver, on va le garder, on aura plus tendance à dire on explique aux parents qu'ils peuvent rentrer, mais qu'il y a un risque qu'ils doivent revenir. On ne trie pas les patients, par quoi on hospitalise moins facilement effectivement des patients qui sont un peu limites, où là on bascule sur la médecine de ville pour un suivi rapproché. Est-ce qu'il y a une forme de prise de risque de votre point de vue ? On prend toujours un risque, c'est sûr, parce que le patient peut effectivement s'aggraver, notamment sur des tout-petits, sur des bronchiolites. Certes, c'est une pathologie courante, mais il y a une mortalité qui est possible et une aggravation qui peut être extrêmement rapide sur des tout-petits, des moins de 6 semaines. Normalement, un enfant de moins de 6 semaines sur une bronchiolite doit être hospitalisé. On essaye de respecter cette recommandation en général. Vous y arrivez ? On essaye. On essaye. Bon, tri ou pas, après une discussion avec les médecins de l'hôpital, le ministre de la Santé, évidemment, n'est pas d'accord. Ses collègues me disent qu'il faudrait un peu plus de bras, un peu plus de professionnels, mais ils arrivent quand même à faire le travail. Il y a des difficultés, je ne masque pas les difficultés, bien entendu, je les connais, je les connaissais déjà avant. Mais il faut aussi montrer ce qui fonctionne et montrer l'excellence de notre système de santé. Monsieur le ministre, des pédiatres dénoncent, vous alertent sur un tri des patients. Il y a par exemple des enfants atteints de drépanocytose qui ne peuvent pas bénéficier de greffe de moelle osseuse. Ils racontent des enfants dans un état grave qui ne sont pas dans des lits adaptés, des chimiothérapies qui doivent être décalées faute de lit. Et vous niez ce tri. Pourquoi ?
Non, je ne veux pas entrer dans la discussion sur le triage, quel que soit le nom qu'on leur donne. Là, on est là pour montrer ce qui fonctionne. En l'occurrence, il n'y a pas de tri des enfants, des petits-enfants et du dépistage néonatal. Tout le monde en bénéficie. Après, je dirais que simplement une phrase qui, je crois, est d'Albert Camus, que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut faire attention sur les termes qu'on utilise. Mais je n'entrerai pas sur ce débat aujourd'hui. Mais pourquoi? Quel est le Je crois, excusez-moi, mais je crois qu'au cours de cette réunion, des pédiatres vous ont alerté. Une pédiatre vous a dit que ce week-end, elle allait être probablement toute seule face à une soixantaine d'enfants. Aujourd'hui, les pédiatres disent qu'ils ont peur et ils en ont un peu assez de porter seuls cette responsabilité. Est-ce que vous entendez leurs craintes et leurs alertes? Je ne veux pas leur laisser porter seuls cette responsabilité. Cette responsabilité, nous la portons tous avec ce qui a été fait dans le système de santé depuis 30 ans. Je l'ai dit, je le redis, ça concerne la pédiatrie, ça concerne d'autres spécialités. Merci. Quand vous étiez urgentiste, vous alertiez, vous parliez aussi du tri des malades pendant le Covid, je me rappelle de ça. Eh bien, vous réécouterez ce que je disais sur le tri et vous verrez quelle était ma position qui n'a pas changé. Je vous entends bondir au sens figuré, notamment quand il a parlé de l'excellence du système de santé. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est encore plus insupportable parce que ça vient d'un médecin qui sort du rang. Enfin, il était avec nous il y a 6 mois. Je suis très inquiet quant à cette amnésie sélective. L'excellence du système de soins français, elle existe ou elle a existé, mais au train où les choses vont, on n'est plus du tout dans l'excellence. Et une des collègues qui parlait, elle disait, quand on ne peut pas les garder, on bascule sur la médecine de ville. Et moi, j'ai entendu, on bascule sur de la médecine de guerre. Là, quand on en est à se dire, je préférerais le garder, mais je ne le garde pas parce que je ne peux pas. Qui est vraiment le concept de trier, quoi. Hein. Celui qu'on peut sauver, celui qu'on ne peut pas. Donc, quand on bascule dans cette logique-là, en temps de paix, c'est qu'on a atteint largement les limites du système. Absolument, on est dépité, on est inquiet, on est agressé, agressif, agressant. Enfin, ça va dans tous les sens, mais plus personne ne s'y retrouve. Dire, on porte tous ensemble la responsabilité. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Les soignants, ils n'ont jamais renié leur responsabilité. Les soignants, ils sont là 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Monsieur Braun travaille probablement beaucoup, c'est pas le problème. Mais les soignants du terrain ne peuvent pas régler les problèmes structurels. Enfin, ne confondons pas les responsabilités des uns avec les autres. Alors, il y a quelque chose qui est frappant, c'est le déni systématique de chaque ministre de la Santé, les uns après les autres, sur la gravité de la situation. Et c'est vrai qu'on recevait François Braun quand il était syndicaliste, qui savait alerter sur l'absence de lits dans les hôpitaux et les patients sur les brancards, qui savait alerter au moment de la crise du Covid, il le nie un petit peu, mais il a lancé l'alerte en Alsace au moment où on a vérifié un tri des patients. On a vérifié. On peut peut-être dire, Caroline, que pendant la crise du Covid, donc il a effectivement relayé ses alertes. Dans la nuit du 14 au 15 mars 2020, 2 jours avant le premier confinement, il relayait donc ses collègues qui se disaient dépassés par les événements et prévenait il va falloir faire des choix sur nos critères d'admission. Tout ça, il le racontait à Mediapart en décrivant un état de guerre. Donc il était déjà dans la description du tri. Il a bien, à un moment dans sa carrière, en l'occurrence pendant le Covid, décrit des situations de tri et de médecine de guerre. C'est ça, et on joue un peu sur les mots. Enfin, parce que le mot tri dérange le grand public. Il joue complètement sur les mots. De dire qu'on va devoir choisir, c'est faire du tri. De mettre en place le plan Orsan, on fait du tri forcément, puisque le plan Orsan va demander de déprogrammer. Donc on va devoir choisir quel enfant on va déprogrammer de telle chirurgie, quel enfant on ne va pas hospitaliser. On fait du tri parce qu'en réanimation, quand on est monté à 18 lits alors qu'on a un personnel que pour 14 lits, il faut choisir ceux qui vont aller le mieux ou ceux qu'on va pouvoir extuber, qui vont plus être ventilés le plus rapidement possible pour pouvoir les faire sortir, pour retourner dans des conditions à peu près gérables pour nous soignants. Donc en fait le tri, on
on le fait quand même au quotidien. C'est le mot qui dérange, mais on fait des choix de patients, ceux qu'on va garder, ceux qu'on va faire sortir, ceux qu'on va hospitaliser au quotidien. Et le choix de ne pas les accepter. On ne peut pas non plus soigner tout le monde. La médecin, j'entends bien ce qu'elle dit. Là, on parle de bronchiolite. Évidemment qu'un enfant en détresse respiratoire absolue, bronchiolite, on ne va pas le laisser mourir. Évidemment qu'on va le prendre et donc que tous les enfants seront soignés, même si on en laisse sortir certains, même si on les prend de façon dégradée dans des services inadaptés. Mais il y a des enfants qui ne sont plus soignés tels qu'ils devraient l'être. Nous, en maladie chronique, on a des enfants qui ne sont pas soignés, qui ne sont plus suivis. On est en train d'organiser une médecine qui va être une médecine d'urgence. Des enfants qui devraient être dépistés, soignés, pour lesquels on devrait faire du préventif, c'est le propre de la maladie chronique. Il n'y a plus de préventif parce qu'on ne peut plus les soigner. Et comme on ne peut plus les soigner, on va les traiter, oui, mais on les traitera en urgence. Et comme ils prendront une place d'urgence, le chronique qui aurait dû être pris sera déprogrammé, lui-même sera traité en urgence, et ainsi de suite. Donc il n'est pas vrai que l'on soigne tous les enfants aujourd'hui. On ne soigne plus tous les enfants comme ils devraient l'être. Le 21 octobre, comme 4000 médecins, syndicats paramédicaux, associations de patients, aujourd'hui 7000, mais le 21 on était un peu plus de 4000. Vous avez, comme eux, signé donc cette lettre ouverte à Emmanuel Macron qui est parue dans le Parisien. Dans ce texte, vous parliez d'enfants quotidiennement en danger à cause de la dégradation criante de soins. La pédiatrie ne paraît plus une priorité, pourtant ces enfants sont l'avenir. C'était il y a à peu près 3 semaines, aujourd'hui vous êtes donc un peu plus de 7000, peut-être plus, alors qu'on se parle. Est-ce que vous avez eu une réponse à cette lettre ouverte ? Non. Aucune. Non. Aucune. Pourtant, ça peut également demander. Aucune réponse. Et moi, je tiens juste à revenir là sur le terme de tri, c'est qu'il y a presque un côté même méprisant et accusateur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les propos du ministre de la Santé, de François Braun, le 12 novembre, en tout cas, de menacer, en tout cas, notre collègue Julie Stark, de menacer d'une enquête pour avoir juste employé ce mot, c'est quand même très méprisant vis-à-vis de nous qui... On essaye d'alerter, on essaye de prévenir, on essaye de dire que l'hôpital ne va pas bien. On l'a fait en 2019, on le refait là depuis le 21 octobre. On n'a pas de réponse, mais en plus on est accusé de dire des mensonges et de colporter des images d'enfants en danger qui ne seraient pas bien pour le grand public. Enfin, qui seraient fausses. Et qui seraient fausses. Et c'est d'autant plus méprisant pour nous où on se sent au quotidien déjà, où on le voit bien. Et vous l'avez très bien dit, on voit que ça se dégrade de jour en jour. Les reportages le montrent, enfin tous les témoignages de toutes les réanimations françaises, on n'est pas que à Paris, le montrent. Et on se sent quand même complètement pas cru. Ouais. François Braun a annoncé peut-être parlons des moyens, parce qu'il y a eu des enveloppes, Caroline, puis après des enveloppes financières, donc 500, on s'y perd un peu, 500 millions pour la pédiatrie, mais en 2 fois, d'abord 200, puis 400, enfin bon. Puis 543 millions d'euros. 570 millions en 2 fois, c'est quand franchement, je crois que personne j'ai pas de réponse. A priori, 570 millions fléchés sur la pédiatrie pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. Pas sûr, puisqu'il a dit que c'était aussi lié au Covid. Or, la pédiatrie était touchée par le Covid. Et une autre enveloppe de 543 millions pour le Covid. Voilà. Est-ce que ces milliards, alors ces millions s'ajoutent à d'autres milliards, ceux du Ségur, des plans d'urgence qui se succèdent depuis à peu près 2019, depuis que la crise de l'hôpital est aussi forte et ne s'est jamais apaisée. Est-ce qu'ils se traduisent comment dans vos services, dans vos hôpitaux, ces millions ? Ce serait peut-être encore pire si on ne les avait pas eus. On ne va pas nier ces milliards, ils sont là, mais on est à 18 mois du Ségur. Non, le Ségur, c'est juin 2020. Donc on est à 2 ans du Ségur, un peu plus de 2 ans du Ségur. Et force est de constater qu'en 2 ans et demi, ça n'a cessé de s'aggraver. Donc le Ségur, c'est une rustine sur une jambe de bois. Ça ne fonctionne pas. La méthode appliquée au moment du Ségur, avec peut-être plein de bonne volonté, constatons, ça ne fonctionne pas. Ça va pas, la situation est bien pire qu'en juin 2020. Rappelons, c'est des augmentations de salaire, 183 € pour les paramédicaux. Alors, sous forme de prime, si je peux juste me permettre, c'est pas une augmentation de salaire, on s'accumule rien du tout sur la retraite, ça peut être retiré à n'importe quel moment. Donc, c'est pas négligé, c'est quand même quelque chose, c'est 183 € de prime qu'on a et on va pas cracher dessus, si je peux me permettre, mais
Mais n'empêche que voilà, c'est encore une fois sous forme de prime, on vous donne un petit bonus et comme ça peut-être vous allez vous taire et vous allez continuer à venir travailler. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. La preuve, on le voit, et ça fait 18 mois qu'on a encore plus une fuite de soignants. Enfin, c'est vraiment une hémorragie massive là. Comment ils vivent cette tension permanente, les internes ou les apprentis, les élèves infirmiers, infirmières qui sont pas là autour de la table? Comment ils vivent cette Ils pleurent. Ah bah très mal, ouais. Littéralement. Ils pleurent. Non, mais les internes, je pense que c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, les internes et les chefs de clinique, les chefs de clinique en pédiatrie spécialisée sont des gens qui ont fait 6 ans de médecine, 50 spécialités, qui en sont donc à bac plus 12, plus 13, plus 14, qui donc sont soit pédiatres généralistes pour certains quand on travaille aux urgences ou pédiatrie générale, soit hépatologues, soit qui sont relativement réanimateurs, soit hématologues pédiatres, et qui sont tellement désespérés de ne pas bien faire leur travail. Enfin, encore une fois, soignants, prendre soin de l'autre. C'est ça l'alpha et l'oméga. Pourquoi on a voulu être dans la communauté soignante? Prendre soin de l'autre. Et tout d'un coup, vous réalisez que vous ne prenez plus soin. Vous prenez soin. Encore une fois, c'est ça qui est terrible. Oui, le Covid, on a su faire. Oui, la bronchiolite, globalement, on va savoir faire. Mais on ne fait pas très bien, parce que c'est tout extraordinairement tendu, et on ne fait plus tout le reste. Et c'est insupportable pour un jeune médecin, pour une infirmière qui vient d'embrasser cette carrière-là, de se dire « Non mais tout ce que j'ai imaginé depuis que je suis gamine, qui était ce don de soi, tout ça, c'est pour être broyé le soir, me réveiller au milieu de la nuit pour rappeler la collègue en disant « Vérifiez l'antibiotique, je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne dose », que vous soyez infirmière qui l'ait administré, que vous soyez médecin qui l'a prescrit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, c'est pour ça qu'on a une telle fuite. Est-ce qu'on peut encore donner des arguments pour avoir envie de travailler à l'hôpital public? La question a été formulée ainsi. Comment redonner de l'espoir dans les hôpitaux, l'envie d'y travailler? Est-ce qu'on peut, je la reformule en vérité, est-ce qu'on peut encore dire à des étudiants, que ça soit en médecine ou dans le paramédical, venez travailler à l'hôpital public? Est-ce que vous avez des arguments pour ça, outre la beauté du geste, la recherche, la transmission? C'est extrêmement bizarre. Moi, je continue à me dire, j'aurais rien fait d'autre. Enfin, c'est ce que je voulais faire, je l'ai fait, je m'éclate dans mon travail. Mais au prix de quoi? Bon. D'une vie personnelle. Pour tous ceux qui vont vouloir s'engager là-dedans. là-dedans. Quand j'ai maintenant des enfants d'amis qui viennent de passer le bac ou qui vont là être sur Parcoursup dans un mois, qui me disent « je voudrais faire médecine », je ne sais plus quoi leur dire. Je sais pas. Ça peut pas continuer comme ça. Ça va finir de s'effondrer. Je ne sais pas en combien de temps, mais on va être à l'effondrement. Sauf qu'on sait tous, là, qu'on soit ministre ou qu'on soit soignant, on sait tous qu'il va falloir des années pour reconstruire, qu'on ne sait pas comment on va reconstruire. Et moi, dire à un jeune de 18 ans, t'as envie d'être infirmier, mais vas-y, c'est un métier super, ou à un médecin, vas-y, c'est le plus beau métier du monde. Mais je ne sais plus. Dieu sait que j'aime ce que je fais, ou que j'ai aimé ce que je faisais. Et bien là, moi, je ne sais plus que dire à un gamin de 18 ans. Après, si on est aussi là aujourd'hui sur le plateau, c'est parce que justement on l'aime ce métier et qu'on y a cru et qu'on a encore un peu envie d'y croire malgré tout ce qui nous tombe dessus. Vous avez déjà eu envie de quitter l'hôpital public et de vous mettre en libéral? Alors en libéral, non, parce que pour moi, le libéral, il est exactement pareil que l'hôpital public. On est dans une tarification à l'acte. Voilà. Mais quitter le métier d'infirmière, oui, et j'y pense. J'y pense après 15 ans, et pourtant, ça fait 15 ans, en effet, que j'ai choisi ce métier, que j'adore travailler en réanimation, que j'étais en tout cas très, très investie dans mon service, que j'aime ce que je fais, mais que l'hôpital, je commence à me protéger parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un moment où on donne. On le fait pas pour recevoir ce métier-là. Mais quand on se reprend en boomerang de cette insolence de l'État, de ne jamais répondre à nos alertes, de voir que l'hôpital va de plus en plus mal, de voir qu'on fait toujours plus avec encore moins de moyens et que on commence à faire de moins en moins bien. C'est plus pour ça que j'ai choisi de faire ce métier en fait, et que ça m'interpelle beaucoup moi en tant que personne, et que ma vie perso commence à prendre. J'ai des enfants, on les voit plus, on travaille la nuit, on travaille les week-ends, c'est des moments en famille qu'on n'a pas, et ça devient extrêmement pesant quand à côté on nous demande de faire toujours plus avec encore moins. C'est difficile. C'est difficile, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer, encore une fois, d'alerter. Maintenant, est-ce que l'État va nous entendre
fait 3 semaines qu'ils font le tour d'Europe. Moi, on en finit avec vous, Laure. J'ai l'impression quand même, nous on les voit les soignants, puisqu'ils soignent nos enfants. Moi je trouve qu'à l'hôpital public, et c'est pour ça que ça tient encore d'ailleurs, c'est parce que vous êtes trop dévoués peut-être, mais il y a quand même des soignants qui ont quitté l'hôpital, qu'on connaissait, que je connaissais depuis des années, qui aimeraient y travailler, parce qu'en fait ils se sentent moins bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais on ne leur donne plus la possibilité. Je me dis que quand nous on entend les soignants, qu'on les voit travailler, on a l'impression que si on les écoutait, et si le gouvernement les entendait, si M. Braun acceptait de recevoir les soignants de terrain, pas de faire de la médiatisation dans des services où ils passent autant de temps à visiter le service qu'après être interviewés, s'il recevait les soignants du collectif, les associations de patients, s'il nous recevait, qu'on lui donnait, parce que vous en avez plein de solutions, on en a parlé ensemble, je pense que ce serait une première étape. Eh bien, c'est dit, le message est passé, espérons qu'ils nous regardent, j'en doute, mais en tout cas, l'émission est en accès libre. Merci à tous les trois, merci Caroline, merci à vous de nous suivre. Cette émission, je viens de le dire, est en accès libre, elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, bonne soirée, salut.